bienvenue à cette deuxième partie de cette journée spéciale des estivales organisée par la Fondation Partage et Vie en partenariat avec l'Express et consacrée à l'éthique du grand âge à l'épreuve de la crise du coronavirus. Nous allons parler maintenant de la façon d'explorer les limites, c'est-à-dire la façon la plus éthique, la plus humaine possible d'agir avec des patients qui sont très diminués sur le plan cognitif et moteur. Et pour introduire cette troisième table ronde, eh bien, je me tourne vers vous, Dominique Monneron, directeur général de la Fondation. Merci beaucoup. Donc, étant de nouveau en bonne compagnie, j'ai rétabli l'usage des mesures barrières. Juste quelques mots sur cette notion de limite, qui est une notion que nous avons longuement discutée lors de nos échanges sur la réflexion éthique, pour nous apercevoir que dans quelque sens que l'on menait les droits, si on les menait à leurs limites, ils finissaient par être producteurs de conséquences dangereuses, et peut-être à la façon où un médicament soigne à petite dose et devient un poison à haute dose. Explorer les limites, c'est aussi savoir à quel moment il faut s'arrêter sur une préoccupation pour tenir compte de la préoccupation inverse. Et c'est bien dans cet équilibre également que se font les choix éthiques. J'ai entendu parler ce matin de choix du moindre mal. J'y reviendrai sans doute. L'éthique est aisée quand elle est le choix entre le bien et le mal. Elle est relativement aisée lorsqu'il s'agit de choisir le moindre mal. La réalité de nos choix éthiques et la réalité justement de ces choix limites, c'est lorsque l'on doit choisir entre un bien et un autre bien. Et à ce moment-là, les choses deviennent plus complexes. Alors explorer les limites, nous y avons été très fortement soumis ces 3 derniers mois. Parce que la situation liée à l'épidémie dans nos établissements a emmené nos établissements aux limites de leur capacité et aux limites de leur fonctionnement. Limites de nos ressources médicales, limites à l'épuisement de nos collaboratrices et de nos collaborateurs, et limite qu'il fallait savoir se fixer dans l'application de normes qui étaient indispensables pour assurer la sécurité de nos résidents, mais au risque parfois d'oublier leur humanité. Je pense qu'on en a déjà parlé ce matin, on y reviendra encore cet après-midi. C'était un vrai sujet. Et puis enfin, dernier aspect sur l'exploration des limites. C'est le moment où on approche les limites du terrain connu ou du terrain que l'on peut comprendre. Ce que disait Claude ce matin sur le fait qu'il y a des moments où on sait qu'on ne sait pas et comprendre les limites de notre compétence et notre savoir. Tout ça exige de nous en permanence des choix importants. Et donc je remercie nos intervenants de contribuer à notre réflexion. Merci beaucoup. Alors pour entamer cet après-midi, nous avons la chance d'accueillir le neurologue Yves Agide, grand spécialiste des maladies neurodégénératives. Vous avez fondé, Yves Agide, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière en 2004. Et vous avez remis en 2010 un livre blanc à l'ex-ministre Roselyne Bachelot, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps à l'occasion de la Covid. Un livre blanc consacré à la maladie de Parkinson, pour laquelle vous avez également fondé une association. Mentionnons aussi vos ouvrages, dont L'homme glial, une révolution dans les sciences du cerveau, qui est paru aux éditions Odile Jacob avec Pierre Magistretti. Vous allez nous expliquer ce que signifie vieillir sur le plan neurologique. Yves Agide, nous vous écoutons. Merci, vous m'entendez? Très bien. Merci. Roger Paul Droit, le grand organisateur, m'a demandé de traiter d'un sujet effrayant. Qu'est-ce que vieillir?
Alors, vous savez, il y a tellement de poncifs, il y a tellement d'idées reçues sur le sujet qu'il faut faire un choix. Alors j'ai choisi 5 thèmes. Voilà. Je commence par le premier. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'air vieux? Est-ce qu'on a l'air vieux parce qu'on perd ses cheveux, parce qu'on a des rides, parce que on devient de plus en plus constipé, parce qu'on a des douleurs articulaires? Non, 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 pas du tout. On devient vieux parce que on devient lent, le champ de conscience se rétrécit, on a des oublis, on a des difficultés pour marcher, éventuellement des chutes, on s'ennuie, on devient déprimé, la libido s'estompe. Enfin, bref, on a l'air vieux parce que son comportement est celui d'un vieux. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce qui détermine le comportement? Le cerveau. Autrement dit, si j'ai l'air vieux, c'est que mon cerveau a vieilli. Et c'est capital pour les personnes qui prennent en charge justement les personnes âgées, c'est de savoir tenir compte de l'état mental et de l'état, entre guillemets, neurologique, enfin, du système nerveux des personnes âgées. C'est un point absolument capital. Ce qui ne veut pas dire que la somme hachée des petits déficits finit par vous donner l'impression que vous êtes vieux. Mais le système nerveux et surtout le cerveau. Deuxième idée reçue, on prend de l'âge, est-ce qu'on devient vieux pour autant? Vous savez qu'on meurt après 80 ans en moyenne dans ce pays, mais que l'espérance de vie des personnes âgées a tellement augmenté, mais elle a augmenté non pas parce que la longévité a augmenté, elle reste fixe, elle est toujours de 110 ans, on ne vit pas au-delà de 110 ans, sauf quelques rares exceptions dont vous avez entendu parler dans les journaux. L'espérance de vie a augmenté simplement parce que les progrès de la médecine ont fait qu'on arrive à guérir la plupart des maladies aux âges extrêmes de la vie, chez le petit et chez le vieillard. Et ça, c'est très important. D'abord, ça veut dire que l'immortalité est morte, premièrement, parce que la longévité est constante. Une bactérie, c'est 20 minutes, une tortue, c'est 150 ans, l'homme, c'est 110 ans. Mais ce qui est problématique, c'est qu'il y a une proportion croissante de personnes âgées qui sont en bonne santé, mais qui s'affaiblissent. Songez qu'en 2050, il y aura près de 200 000 centenaires. Alors, vous savez, les centenaires, il y en a qui sont en bonne santé, etc., même intellectuellement, psychiquement, etc., mais quand même très affaiblis. Alors moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes âgées en bonne santé, mais affaiblies? Question fondamentale. Troisième idée reçue, le vieillissement est uniforme. Non, le vieillissement n'est pas uniforme, le vieillissement se fait en pièces détachées. Il n'y a pas un vieillissement, il y a plusieurs vieillissements qui est différent d'un individu à l'autre et qui est chez un même individu différent d'un organe à l'autre. Bon, ce qui fait que quelqu'un qui a des rides, par exemple, peut avoir très bonne allure, ou ce qui est plus embêtant, c'est l'inverse. Bon. Mais ce qui est vrai pour tous nos organes l'est encore plus pour le cerveau. Mais pour le cerveau, c'est terrible, parce que le cerveau est d'une telle complexité, avec ses 200 milliards de cellules nerveuses, dont la moitié de neurones, et songez simplement, juste pour donner un exemple, qu'en une seconde, dans notre cerveau, passe 1 milliard, 2 milliards d'informations par seconde. Et le vieillissement en pièces détachées du cerveau fait que des petits réseaux de neurones ici et là dans le cerveau vieillissent, s'affaiblissent de manière plus ou moins prématurée, donnant autant de déficits intellectuels, psychiques ou moteurs. Par conséquent, cette idée du vieillissement en pièces détachées est absolument capitale. Ce qui explique que vous avez des gens qui ont des petits troubles de l'équilibre, par exemple, mais qui ont une très très bonne mémoire, ou l'inverse, même beaucoup plus compliqué. Vous avez des gens, n'est-ce pas, compte tenu du fait que la mémoire a plein de sous-types, vous avez des gens qui vont perdre progressivement un sous-type de mémoire et pas un autre, etc., etc. D'où mon message pour les personnes qui prennent en charge les personnes très âgées,
de savoir vraiment tenir compte de l'état du système nerveux, en particulier des fonctions mentales. Quatrième idée reçue, j'entends ça tous les jours, docteur, est-ce que c'est vrai qu'on perd 100 000 neurones par jour? Mais je ne sais pas d'où vient cette idée. Dans le vieillissement normal, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un vieillissement normal, mais il y a des supranormaux, on ne perd pas de neurones. Il faut quand même bien en être conscient. Songez que les neurones dans le cerveau, n'est-ce pas, ils ne se multiplient pas, comme les cellules de la peau, par exemple, mais par contre, elles vivent 100 ans chez un centenaire. Elles vivent tout le temps là. On a estimé, par extrapolation, que la durée maximale d'espérance de vie d'un neurone, c'est à peu près 150 ans. Mais c'est une des cellules qui est la plus robuste et qui vivra le plus longtemps, heureusement. Alors vous me direz, mais si on ne perd pas de neurones dans le vieillissement normal, alors comment se fait-il qu'on s'affaiblisse? Eh bien tout simplement parce que les neurones survivent, mais ils perdent leur connexion. Ils perdent leur connexion nerveuse et donc les circuits de neurones, de manière anarchique, fonctionnent moins bien. Alors ça c'est très important parce que les connexions se font moins bien, les réseaux de neurones fonctionnent moins bien, d'où les symptômes. Mais heureusement, les neurones ont des capacités, ont des réserves avec des capacités de compensation qui sont absolument phénoménales. D'abord, quand un système de neurones fonctionne mal, eh bien, le neurone se bat pour fonctionner mieux, il augmente son métabolisme, et surtout, il va prendre la place des autres neurones. En effet, les neurones ne sont pas figés dans le cerveau, cristallisés, immobiles, ils ont la possibilité d'envoyer des prolongements, et quand il y a un dysfonctionnement, par exemple un petit trouble de mémoire, les neurones qui sont dans le voisinage vont envoyer des prolongements qui vont permettre de compenser la déficience des neurones responsables de ce petit trouble de mémoire. Alors, ça c'est pour le vieillissement normal. Qu'est-ce que la normalité? Mais tel n'est pas le cas dans les maladies neurodégénératives. Dans la maladie neurodégénérative, à la différence du vieillissement normal, il y a une perte des neurones. C'est une perte des neurones qui a deux caractéristiques. Premièrement, elle est très lente, c'est pas comme un accident vasculaire cérébral, par exemple, et c'est focal. C'est pas tout le cerveau, n'est-ce pas, qui vieillit. C'est pas uniforme, c'est très particulier. Par exemple, une maladie d'Alzheimer débutante, il y a une perte de neurones dans la région temporale très spécifique de quelques centaines, quelques milliers, quelques centaines de milliers de neurones qui vont donner le trouble de mémoire qui inaugure généralement une maladie d'Alzheimer. Alors vous me direz, mais est-ce qu'on peut retarder une maladie neurodégénérative? Aujourd'hui, non. Pourtant, on a décrit, je vous assure, dans mon laboratoire notamment, mais dans des centaines de laboratoires dans le monde entier, on a décrit tous les phénomènes biochimiques qui sont à l'origine de ce vieillissement des neurones. Et pourtant, on ne peut rien faire parce qu'on ne sait pas stopper la mort des neurones. Vous savez, les neurones, c'est très intéressant, ils meurent, en fait, ils se suicident d'une certaine manière. Ils meurent par ce qu'on appelle une mort cellulaire programmée, qui est programmée dès l'enfance, qui est programmée dès que l'individu naît. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Et donc, il y a là des progrès de recherche fondamentaux à venir. J'espère qu'ils viendront rapidement. Cinquième et dernière idée reçue, mais il y en a plein d'autres. Hein. Cinquième idée reçue, vous l'entendez tous les jours, ben tel, ah oui, et il est mort de vieillesse. Mais non, on ne meurt pas de vieillesse, sauf exception de gens qui meurent de faim et de soif dans des conditions de misère épouvantables. Non, on ne meurt pas de vieillesse, on meurt de maladie. Et alors, on meurt quand? On meurt quand le cœur s'arrête. Mais malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que le cœur continue à battre, n'est-ce pas? En revanche, le cerveau est mort. Pourquoi il est mort? Parce que le cerveau consomme 10 fois plus d'énergie que tous les autres organes du corps, donc il est très fragile. Le moindre défaut d'énergie et il meurt. Un cerveau commence à souffrir au bout de 3 minutes et au bout de 10 minutes, il y a des dégâts dans le cerveau qui sont irréversibles, il faut le savoir. Donc ça, c'est tout à fait important à savoir. Alors, de quoi on va mourir? Bon, eh bien, il y a 3 sortes de maladies. Les premières, c'est les plus fréquentes, contre lesquelles on peut se battre, c'est ce qu'on va appeler les maladies favorisantes.
un diabète, une hypertension, l'athérosclérose. Aujourd'hui, on sait lutter contre ces maladies. Et ces maladies sont responsables des causes déclenchantes de la mort. Par exemple, si vous avez de l'athérosclérose, vous pouvez faire un infarctus du myocarde, une embolie pulmonaire. Ce sont des causes déclenchantes de la mort. Et puis vous avez la cause immédiate de la mort. Eh bien, la cause de la mort, ce sont les complications des précédents. Donc on voit l'importance pour lutter contre le vieillissement accéléré de la population, de prévenir les maladies favorisantes, c'est-à-dire les grands fléaux pour lesquels on a aujourd'hui pas mal de moyens, il faut quand même le dire. Et tout ça nous aboutit au dernier point que je voulais aborder sur la mort, c'est que la mort est tabou. On n'en parle jamais, on dit d'ailleurs de quelqu'un qui est décédé, on ne dit pas qu'il est mort. On ne sait pas où on va mourir. J'ai appris à grande surprise que plus de la moitié des gens meurent à l'hôpital. Mais l'hôpital n'est pas fait pour mourir, on doit mourir à la maison. 27% seulement des gens meurent à la maison. J'ai lu 13% ou quelque chose de ce genre-là dans les EHPAD. C'est déjà trop. Ça, c'est une chose, mais aussi une chose, c'est qu'on ne sait pas comment on va mourir. Personne ne sait comment on va mourir, ni vous, ni moi, je ne sais pas. On aimerait mourir de manière rapide, brutale. En réalité, c'est jamais comme ça. Les gens qui vivent, et les soignants qui vivent dans les EHPAD savent très très bien comment la mort est souvent affreuse, avec des maladies chroniques prolongées ou avec un affaiblissement continu et de toute façon dans des conditions d'agonie qui sont désastreuses. Voilà, il faut le dire. Par conséquent, je me dis moi-même, et j'aimerais entendre mes acolytes en parler, je pense qu'au-delà des bienfaits de la médecine palliative, qui a fait de très très grands progrès aujourd'hui, la question de l'interruption volontaire de vie dans des cas les plus douloureux est vraiment posée. J'aimerais vraiment avoir des avis sur ce sujet-là. Enfin, je voudrais terminer par deux mots. Le premier, c'est le bon sens. Le second, c'est la science. Le bon sens, parce que c'est la meilleure manière de lutter contre les fausses nouvelles ou contre les recettes débiles ou naïves qui sont proposées par les mauvais médias. Et la science, parce que c'est la raison, et c'est seulement avec la science qu'on fera des observations rigoureuses, prospectives, pour essayer d'améliorer le sort de nos personnes âgées. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Évagine, on vous écouterait des heures, c'est tellement clair, limpide, pour nous expliquer ce qu'est ce méga ordinateur que nous avons avec le cerveau. Merci pour avoir si bien passé en revue nos idées reçues, notamment nous avoir assuré sur le fait qu'en temps de vieillissement normal, on ne perdait pas nos neurones. C'est un distinguo qui était important à souligner, vieillissement normal et puis maladie dégénérative, où là, effectivement, c'est le cas. Et puis, cette idée de vieillissement en pièces détachées du cerveau et nous ramène donc effectivement, au comportement des soignants qui vont devoir tenir compte de ces paramètres et de ne pas prendre la personne comme une globalité. Donc, merci encore pour cette présentation. C'est au tour maintenant d'une femme aux compétences très variées de nous livrer son expertise, Véronique Lefebvre des Noëttes. Vous êtes à la fois docteur en médecine et docteur en philosophie, co-directrice de département de recherche éthique biomédicale du Collège des Bernardins à Paris, et puis encore psychiatre et gériatre. Vous avez publié un livre à destination du grand public, Que faire face à Alzheimer, gagner des années de vie meilleures, chez Erol. Et puis j'ai vu aussi que vous aviez écrit et mis en scène une pièce au printemps dernier au théâtre de l'Aquarium de Vincennes qui s'appelle Quand Ionesco et les malades d'Alzheimer se rencontrent. Donc je vous laisse maintenant la parole. Merci, bonjour à tous. Alors nous allons voir comment écouter autrement les malades d'Alzheimer en temps de Covid. La pandémie virale actuelle est venue lourdement et brutalement s'abattre sur les personnes âgées institutionnalisées et en particulier celles atteintes de maladies d'Alzheimer, d'une part, du fait de l'impossibilité d'empêcher ces malades de déambuler et d'accepter de porter un masque, et d'autre part, du fait de ne plus voir leurs proches ou de se retrouver confinés loin de leur lieu de vie habituel. Cette situation inédite a malheureusement ajouté du tragique au tragique.
Tragique de cette maladie d'Alzheimer qu'on ne sait toujours pas diagnostiquer de manière certaine ni guérir, maladie des mémoires qui engage et altère l'être, le langage et la communication. Tragique du silence sociétal des sujets âgés morts de la Covid, qui ne comptait pour rien, puisqu'il a fallu attendre, souvenez-vous, au moins 15 jours pour en connaître l'ampleur. Tragique de ces morts dans la solitude, privés des leurs et de rituels. Pour penser le monde d'après, il faut se pencher sur le monde d'avant en donnant la parole aux plus vulnérables d'entre nous. Tu sais que t'es ridicule avec ce masque, je t'ai reconnu, pas la peine de cacher. Je suis né en 1887, alors tu vois, Isbert, 89 ans, est arrivé la veille dans mon unité cognitivo-comportementale pour une décompensation de sa maladie d'Alzheimer évoluée. Elle est positive au test de la PCR, confuse, agressive et agitée. Je lui réplique, mais non, vous n'êtes pas si âgé, et puis quand même, c'est rare de se vieillir à ce point. La réponse fuse, enlève ton masque que je t'entends. Évidemment, comment entendre quand on ne voit pas l'expression d'un visage? Un sourire, une humaine connivence. Elle veut bien m'entendre, et moi, je cherche à l'écouter. D'une passive tolérance de sa part, m'entendre, j'essaye un mouvement vers une écoute, afin que l'on puisse s'entendre. N'être plus écouté, c'est cela qui est terrible quand on est vieux, disait Albert Camus. Alors, comment écouter en temps de Covid ce que nos patients ont encore à dire? La désapparentation sensorielle est très fréquente chez les personnes âgées, avec une baisse de l'audition, de la vue, du goût, de l'odorat, induisant un moins bon encodage du message mémoriel, source de repli sur soi, d'incompréhension, d'interprétations erronées du monde environnement et aussi de troubles du comportement chez les malades d'Alzheimer. Comment redonner du sens quand la mémoire se délite et que l'identité narrative s'effrite? Cette maladie est un défi à la fois ontologique et éthique à relever, car derrière le masque des déficits, derrière persona, il y a bien une personne. Je vais m'attacher à en déplier cette figure du déant, ce visage du dément, à en révéler les pleins et les déliés dans cette approche à l'autre qui me mène du regard au visage, du toucher au réveil de l'esprit. Mais en période de Covid, l'être à l'autre devient difficile, car cet autre est aussi potentiellement dangereux quand il est porteur du virus et dans un même mouvement. Je peux moi aussi, soignante, être porteuse asymptomatique et donc être dangereuse pour ce malade âgé quand on sait que près de 9 décès sur 10 surviennent chez les plus de 65 ans. Il a fallu alors apprendre à sourire avec les yeux, toucher avec des gants, à dire ses émotions au lieu de les laisser deviner, à parler et écouter masqué. Alors que le masque vient signifier une parole qui est barrée, censurée, inaudible. Mais écouter est aussi un acte de silence qui permet de féconder la parole de l'autre. Dans le monde d'avant, la première approche était multisensorielle, verbale, avec le ton de la voix, sa prosodie, douce et ferme à la fois, comportementale, avec une recherche d'une position basse, une approachability, un apport facile, tactile. Et c'est cette main tendue vers l'autre ou posée sur l'avant-bras qui permettait ce regard partagé, cette écoute attentive des petites perceptions qui les ramenaient à la vie d'avant, leur vie en lambeaux, trouée de blanc de la maladie d'Alzheimer, mais indéniablement, il y avait une présence. Et l'humanité se murmurait encore à deux voix. Bien que psychiatre et donc, en principe, dans une certaine distance entre respect et attention flottante, la pratique gériatrique modifie complètement l'entrée en matière avec les malades d'Alzheimer. Elle nous oblige à mettre la main à la pâte, à toucher ce corps défaillant qui s'agrippe pourtant encore à la vie, à provoquer le contact pour entrer en communication. Et à la recherche du moment opportun, de l'instant où tout devient possible, approcher un regard, illuminer un visage et se donner les conditions de possibilité d'une parole. La caresse était un outil thérapeutique essentiel pour aborder mes malades d'Alzheimer et je veux continuer à la pratiquer, même avec la distanciation sensorielle liée au port des gants. La caresse, comme le contact est sensibilité, mais la caresse transcende le sensible, nous dit Lévinas. Caresser ne signifie pas saisir, maintenir, s'approprier quelque chose ou quelqu'un qui jusque-là est inaccessible. Elle se réfère à la pudeur, mais aussi au mystère d'une présence humaine partagée.
Quand on ne peut toucher que ganter, comment faire? Écouter dans une juste présence et une distance ajustée pour permettre une chambre d'écho à la parole. Non, c'est pas une simple grippette, me dit Eliette, 92 ans, le 6 mars dernier dans sa chambre d'hôpital gériatrique. J'étais montée la voir dans les étages pour des propos suicidaires. Elle voulait rentrer chez elle ou se passer par la fenêtre. Mais ce n'était pas possible. La fenêtre était sécurisée et elle avait une fracture de la cheville. Pas de famille présente et des troubles cognitifs qui atténuaient son discernement. Et sa main cherche la mienne. Attention, elle est très tactile, mais elle prévient l'infirmière. Alors je lui dis, mais je ne peux pas vous prendre la main comme d'habitude, ni vous laisser vous cramponner à mon bras. Vous savez, il y a un mauvais virus qui circule. Elle me dit non, c'est pas une simple grippette. Il y a déjà 19 morts, me dit-elle, en me montrant le mot Covid-19 qui passait en boucle à la télévision hurlant dans sa chambre. Près d'un mois et demi plus tard, elle y a attrapé le mauvais virus. Mais elle a passé la vague de l'infestation virale, le cap. Mais n'ayant pas été levée, puisque confinée dans sa chambre, surconfinée au lit, elle n'a même plus ni la force, ni l'envie d'ouvrir la bouche. Elle ne me reconnaît plus. Comment pourrait-elle le faire? Les seules visites qu'elle reçoit sont furtives, masquées, anonymes. Pourtant, Eliette a vu juste malgré sa démence, malgré les dénégations des grands professeurs, des savants, des stars du petit écran qui nous parlaient de simples grippettes. Alors, qui sont ces personnes que personne ne saurait voir ni entendre? Les vieillards sont-ils des hommes, se demandait Simone de Beauvoir il y a 50 ans, dans son essai sur la vieillesse en 1970, qui malheureusement n'a pas pris une ride, où elle constatait déjà qu'à voir la manière dont notre société les traitait, il était permis d'en douter. Cet autre, le vieux, nous ne voulons pas les ressembler, puisque la valeur des valeurs aujourd'hui, c'est l'autonomie. Et nous ne voulons pas vieillir avec dépendance. Et pourtant, nous ne pouvons pas ne pas dépendre de l'autre. Fallait-il, au nom d'un principe de précaution, priver les vieux de tous leurs droits fondamentaux? Le triple confinement, des malades d'Alzheimer en chambre, dans une unité sécurisée, et sans les visites des proches, a eu malheureusement un effet inverse de celui recherché. Pour les protéger du virus, eh bien, ils ont été privés de toute stimulation et ont perdu le goût du sel de la vie, s'éteignant les uns après les autres, soit du syndrome de glissement en refusant de s'alimenter, soit des ravages de la Covid-19 les décimant en quelques heures. Pourtant, loin d'être des héros en blouse blanche, nous avons été là, parce qu'un homme allongé oblige, parce que soignante, je suis responsable de l'autre qui m'appelle, parce que dit rigueur, quelque chose est dû à l'être humain du fait qu'il est humain. C'est donc masqué, ganté, charloté, en pyjama, en surblouse établie et enfin disponible, au mois de juin, que je vous propose de partir à la recherche des petites perceptions au sens de Leibniz. Pour ce philosophe, l'âme est peuplée d'une infinie de petites perceptions logées dans le recoin des plis de l'âme. Le corps humain est continuellement affecté par des objets, des images, des choses dans le monde qu'il rencontre sous un mode perceptif et sensible. Et si l'âme est le lieu de l'impression de ces petites perceptions, c'est avant tout par le biais du corps, de l'importance de la sensibilité dans le rapport du sujet au monde. Lorsqu'un homme perçoit, ses sens sont mis en mouvement, ils sont excités par une chose, une sensation. Pour l'illustrer de manière simple, Leibniz prend l'exemple du bruit de la mer. Lorsque nous entendons le bruit de la mer, des vagues, des ressacs, nous percevons ce qui nous permet de reconnaître à l'avenir ce bruit comme étant celui de la mer. Pour le reconnaître, nous percevons confusément chacune des plus petites parties, le nombre infini des gouttelettes qui constituent une vague. Nous percevons tout, mais nous n'apercevons pas tout, ni ne remarquons chaque élément de cette multiplicité dans l'unité, ni leur rapport entre eux. Par sa théorie, on pourra en déduire que Leibniz accorde à l'humain, même déficient, la potentialité de la raison, d'une certaine raison par intermittence, d'une raison éclipse que l'on peut retrouver chez les malades d'Alzheimer. Redonner une harmonie sensorielle, faire du lien, tisser du sens à partir de ces petites perceptions, n'est-ce pas ce qui peut permettre de faire apparaître l'esprit des personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer? C'est ce que je vois chez mes patients déments, qui ne pensent plus du fait de la maladie d'Alzheimer de façon holistique, mais parcellaire, fragmentée par bribes. C'est notre écoute attentive des petites perceptions qui permet une cohésion,
une possibilité d'être un sujet unique qui se dit et s'écoute en première personne. C'est notre regard enveloppant qui redonnera en appelant ce patient, en l'accompagnant de gestes et de propos rassurants, une cohésion, une union, une cohérence. L'écoute est un premier mouvement vers l'autre, une ouverture, une intentionnalité loin du bruit de fond institutionnel, des cris ou des soupirs des autres malades. Il faut donc s'en donner les conditions de possibilité, quel qu'en soit le contexte. Albertine est folle de rage. Elle poursuit les 2 êtres humains venus faire sa toilette en leur lançant ses chaussures et en hurlant dans le couloir. Vous, vous êtes virés, hein. Moi, j'ai travaillé toute la nuit et vous me virez de chez moi, mais c'est vous qui êtes virés. Tout le monde se cache derrière les portes du poste de soins. On m'appelle en urgence dans l'unité. Pas le temps de m'habiller en cosmonaute, j'ai juste un masque. Je m'approche, j'évalue si je peux lui parler sans prendre un jet de chaussures ou de crachat. Je l'appelle par son nom et je lui dis « Mais qu'est-ce qui vous met en colère comme ça ? Venez, on va s'asseoir un peu, mais d'abord vos chaussures, on va les ranger. Hein. Elles ont bien travaillé, comme vous. Racontez-moi. » Partir d'une présomption de compétence a priori m'aide à écouter et à redonner un sens à ce qui n'en a plus. Moi, j'ai travaillé toute la nuit, vous savez. Mais oui, je vois ça. Vous devez être bien fatigué. Moi, on ne me vire pas. Hein. Ici, c'est moi qui commande. Ben, je sais, vous me l'avez dit. Mais vous faisiez quoi avant ? J'étais surveillante de nuit. Alors, en conscience, au cas par cas, essayons d'écouter nos vieux malades d'Alzheimer, malgré les mesures barrières en ce moment encore nécessaires à la non-propagation du virus. Surtout quand le temps leur est compté, car comme l'écrivait le poète Christian Robin, ceux qui ont très peu de jours et ceux qui sont très vieux sont dans un autre monde que le nôtre. En se liant à nous, ils nous font un présent inestimable. Je vous remercie. Un grand merci, Véronique Lefebvre-Lénoët, pour ce témoignage profond, très vivant, qui nous a ramené aussi sur l'interrogation consistant à dire qu'on a été peut-être trop loin dans le confinement et que finalement on a abouti à un effet contraire que celui que l'on désirait lorsque vous avez évoqué ces malades privés de toute stimulation en raison d'un excès de mesures, de précautions, privés du goût de la vie. Et c'était vraiment une très vibrante leçon d'humanité qui nous amène à regarder autrement ces malades d'Alzheimer, puis par le détour, par les monades de Leibniz pour figurer ces petits liens si ténus mais qui permettent précisément d'établir la communication. Donc merci encore. Je passe maintenant le micro au professeur Claude Jandel, avec lequel les internautes ont déjà fait connaissance ce matin. J'en profite juste avant d'enchaîner pour dire que vous pouvez laisser vos questions sur le site de la Fondation Partage et Vie, sur le site de la journée spéciale que nous déroulons. Donc Claude Jandel, vous êtes professeur de médecine interne et de gériatrie, responsable du service de gérontologie au CHU de Montpellier et conseiller du président de Partage et Vie. Vous allez nous parler des enjeux éthiques et de l'accès aux soins dans cette période si particulière de la Covid. Merci. Alors mon propos établira plus des constats et diagnostics que ne résoudra les réponses face à ce sujet quelque peu difficile. Et on peut déjà considérer que c'est une des limites de l'exercice. Le constat s'impose à tous, la fulgurance de la crise sanitaire sans précédent due à la Covid-19 a révélé l'inadéquation entre les besoins et les ressources en termes de personnel, en termes de produits et matériels disponibles, en termes d'accès aux réponses sanitaires appropriées, notamment dans les structures qui accueillent les personnes les plus fragiles en raison de leur âge. Le sujet de l'accès aux soins a trait aux 4 champs de la santé. D'une part, la prévention du risque vis-à-vis du risque viral, mais aussi les effets induits par le confinement et la prévention de ces effets, l'accès au diagnostic, aux tests, l'accès à un traitement approprié des cas suspects ou confirmés et l'accès à des soins palliatifs de qualité. S'y ajoute pendant les phases de confinement et de déconfinement l'accès au suivi des maladies chroniques et au maintien des capacités restantes par la rééducation induite par la distanciation sanitaire pendant cette période de confinement.
Alors si certains de ces besoins ont pu au moins partiellement être satisfaits au sein des établissements, aussi bien médico-sociaux que sanitaires, dans les premières semaines, on peut citer le recours aux tests, on peut citer la mise en place de permanences médicales, renforcement en personnel soignant, notamment la nuit. On peut citer aussi la mise à disposition de molécules qui jusque-là n'étaient pas accessibles aux établissements médico-sociaux, le Rivotril, le paracétamol injectable, indispensable pour assurer des qualités de fin de vie tout à fait satisfaisants, et notamment en face des détresses respiratoires asphyxiques, mais aussi l'élargissement de certaines prescriptions autorisées pendant cette période. Si l'ensemble de ces mesures ont effectivement contribué à améliorer une part de l'accès aux soins, il n'en demeure pas moins vrai que les réponses hospitalières pour un certain nombre de résidents, en particulier les résidents et les patients les plus âgés, a été une des questions centrales, du moins dans la phase première de la crise, et ceci doit nous questionner sur un plan éthique. Ce sujet est un sujet crucial, et aujourd'hui il est reconsidéré à la lumière des données statistiques actualisées dont on dispose, qui portent sur cette période, et qui montrent que si près de la moitié des décès, vous l'avez sous les yeux, ont concerné des résidents d'EHPAD, c'est la partie gauche de la diapositive, et si plus de 50% des EHPAD ont constaté un taux de surmortalité, eh bien, en revanche, et là c'est la partie droite, vous remarquerez que le taux de recours aux soins premiers, notamment SOS, médecins pour la partie supérieure, et encore plus le taux de recours aux urgences, quand on analyse la répartition par âge des personnes qui ont pu bénéficier de ces recours, il apparaît très significativement une sous-représentation de la tranche d'âge la plus âge élevé, c'est-à-dire celle qui finalement était non seulement à risque, mais surtout à risque de formes graves, mortifères, traduisant donc un sous-recours et un sous-accès des patients de cette tranche d'âge, et donc des résidents d'EHPAD, en particulier aux soins primaires et aux structures hospitalières. Ceci doit nous interroger. D'ailleurs, certains témoignages, comme celui de ce médecin coordonnateur, nous éclairent et viennent corroborer ce constat. La situation est tellement grave, dit-il, dans le Grand Est, que l'établissement de santé nous informe que les personnes en GIR 1, en GIR 2 et peut-être en GIR 3 ne seraient plus admis aux urgences, écrit-il, à la date du 16 mars, la veille du confinement. Ce peut être évoqué d'ailleurs pour les patients en GIR 3, c'est d'ailleurs confirmé, dit-il, et certains malades ont rapidement été exclus de l'hospitalisation par manque de place. Or, un patient refusé d'un service de réanimation peut en revanche relever d'un autre département d'hôpital s'il ne nécessite pas évidemment le recours à l'assistance respiratoire. Face à ces refus itératifs, dit-il encore, on ne prenait plus la peine d'appeler le SAMU. Puis la situation a empiré au point que le dernier samedi de mars, on m'a refusé une patiente de 52 ans, sans comorbidité, je crois, en détresse respiratoire. Révèle-t-il, à ce moment-là, des malades de plus de 70 ans n'avaient plus aucune chance d'être hospitalisés. Devant ce constat, le 26 mars, la communauté gériatrique saisissait les pouvoirs publics et précisait « Notre inquiétude demeure réelle quant au risque persistant de décès évitable dans l'hypothèse où l'accès aux établissements sanitaires ne serait pas amélioré pour les résidents ou personnes âgées à domicile suspects d'infection Covid-19 et dont le pronostic vital est en jeu dès lors que ces derniers disposent des réserves physiologiques nécessaires susceptibles de surmonter une telle épreuve. » En effet, il faut considérer trois situations bien différentes qui amènent à des prises de décision spécifiques. Ces trois situations, c'est d'une part le fait que dans un certain nombre de cas, la maladie concerne un résident suspect d'infection, mais le pronostic vital n'est pas en jeu, a priori, et cette situation reste compatible avec soit une prise en soin sur le domicile ou l'établissement, quand bien même elle pourrait néanmoins justifier d'une hospitalisation au même titre qu'une infection pulmonaire banale. La seconde situation concerne le fait que dans un certain nombre de cas, cette maladie est survenue chez des personnes qui étaient en fin de vie ou en soins palliatifs et dont le pronostic vital était donc de toute façon jugé péjoratif, auquel cas, dans cette situation, bien évidemment,
la raison amenée à assurer les soins de fin de vie au niveau du lieu de vie de la personne. Et enfin, la troisième situation concerne un résident suspect d'infection, mais une infection cette fois-ci mettant en jeu son pronostic vital, et donc pour lequel l'hospitalisation avec prise en charge raisonnable représente un bénéfice réel. Les résidents victimes de formes plus graves de Covid ne peuvent en effet être pris en soins en EHPAD sans leur faire courir un réel risque vital, ces structures n'étant pas capables en termes de moyens d'assurer la prise en soins appropriée et notamment la surveillance nocturne de ces résidents. Il convient donc de garantir l'accès à l'hospitalisation des résidents d'EHPAD et des personnes âgées vivant au domicile, suspectées ou confirmées, dont le pronostic vital est engagé. L'accès aux établissements du territoire doit pouvoir s'appuyer sur une offre graduée en fonction des degrés de sévérité et activer l'ensemble des lignes hospitalières et pas exclusivement la ligne réanimation soins intensifs. On précisait également qu'il convenait en second lieu de permettre le recours à l'expertise gériatrique et en soins palliatifs par le renforcement des moyens dédiés aux équipes mobiles de gériatrie et de soins palliatifs, mesure à vocation évidemment à améliorer la pertinence de la prise de décision d'hospitaliser ou non cette personne. Mais revenons à la question, si nos capacités hospitalières sont dépassées, l'âge doit-il intervenir dans le choix des patients à sauver? Cette question s'est posée très rapidement dans les hôpitaux italiens qui ont subi la crise avant nous, en particulier en raison d'un manque de recours aux respirateurs artificiels. Conduisant la société de réanimation italienne à formuler à cet égard des considérations explicites. Je cite, « Il peut s'avérer nécessaire de fixer une limite d'âge à l'accès à l'unité de soins intensifs. Il ne s'agit pas ici d'effectuer des choix simplement de valeur, mais de réserver des ressources qui peuvent être très rares à ceux qui présentent avant tout une plus grande probabilité de survie, et ensuite à ceux dont on pourra sauver plus d'années de vie, et ce en vue de la maximisation des bénéfices pour le plus grand nombre de personnes. Une telle limite d'âge, prenons 80 ans par exemple, est-elle compatible avec l'égale dignité? On pourrait inverser les termes et dire la dignité légale. Considérons qu'il est possible de sauver un pourcentage significatif des plus de 80 ans admis en soins intensifs et confrontons deux logiques, je préfère deux raisonnements, possibles justifiant le recours à une limite d'âge pour les 80 ans dans une situation de pénurie. Le premier raisonnement, qu'on pourrait caractériser de logique d'efficacité, est au cœur de la déclaration de cette société savante. Un âge avancé peut être vu comme un bon prédicteur d'une espérance de vie additionnelle réduite, et ainsi du nombre d'années sauvées par une intervention médicale. Sauver une personne de 80 ans qui peut espérer encore vivre 10 ans serait donc, dans ce raisonnement, moins efficace que sauver une trentenaire dont l'espérance de vie additionnelle serait de 60 ans. À côté d'une telle préoccupation relative à l'efficacité, une toute autre justification apparaît d'une limite de 80 ans comme limite d'âge possible. Elle postule que les personnes qui ont déjà eu la possibilité d'atteindre un âge avancé sont moins défavorisées que les plus jeunes qui, sans soins intensifs, décéderaient. Il ne s'agit plus ici de dire qu'il est préférable, car plus efficace, de permettre 60 plutôt que 10 ans d'années supplémentaires de vie. Il s'agit plutôt de donner priorité à la personne de 30 ans, même si son espérance de vie additionnelle après intervention était plus faible que celle du patient plus âgé. Car l'objectif est cette fois de veiller à ce que cette intervention contribue à réduire les inégalités de longévité entre nos deux patients. Alors pourquoi insister sur le contraste entre une logique d'efficacité des interventions et une logique d'égalisation des longévités? Et quelles limites assortir à ce raisonnement? D'abord, pour souligner qu'elles procèdent chacune de choix normatifs, l'une n'étant pas plus neutre que l'autre. Ensuite, pour attirer l'attention sur le fait que si face au seul critère d'âge,
les deux logiques tentent à converger. Ce n'est plus le cas dès qu'on introduit d'autres facteurs de vulnérabilité que le seul âge, tels que par exemple les pathologies préexistantes. Imaginons devoir choisir entre admettre en unité de soins intensifs un patient diabétique de 70 ans et un patient de 80 ans dénué d'antécédents médicaux. Dans ce cas, la logique d'efficacité ne sera plus nécessairement en mesure de justifier la limite d'âge, alors que la logique d'égalisation pourra continuer à le faire. Ceci montre qu'il importe, si l'on veut se préoccuper de justice entre patients, d'être au clair sur le poids relatif de deux des objectifs que peut poursuivre le choix des patients à sauver, entre maximiser le nombre d'années supplémentaires, efficacité, ou veiller à une distribution plus juste du nombre d'années effectivement vécues, l'égalisation des longévités. On voit la limite de ces raisonnements et on voit en particulier que l'âge chronologique est un piètre paramètre pour aider à la prise de décision la plus raisonnée. J'ajoute que deux bioéthiciens américains qui ont la particularité d'avoir tous les deux 75 ans, et donc c'est un regard qui les concerne directement, se sont eux posé la question suivante. En période de tension, ne faut-il pas faire preuve de sobriété médicale et limiter l'accès à la ventilation au-dessus d'un certain âge? Un devoir éthique des plus âgés au nom de la solidarité intergénérationnelle. Pour conclure, les deux auteurs soulignent avec insistance, l'un comme l'autre, que s'il peut être admis que le droit de tous les patients de recevoir des traitements les plus indiqués selon la science, ainsi que de devoir des médecins de leur fournir soit limité en situation exceptionnelle de pandémie, il convient de leur fournir par contre à tous des soins palliatifs de qualité, y compris à domicile. En contrepartie, et cette contrepartie devient un impératif moral incontournable. Ils ne disent pas, en revanche, s'ils appliqueraient ce raisonnement dès lors qu'ils seraient directement concernés eux-mêmes. C'est un point de vue qu'ils livrent sans véritablement être eux-mêmes en situation directe et concernés directement par une telle prise de décision. On voit que dans ce contexte où ces nombreuses questions ne trouvent pas de réponse rationnelle, il est nécessaire d'affirmer la permanence de l'humain en toutes circonstances et de créer un espace relationnel éclairé par une réflexion éthique et ses principes fondamentaux, que je rappelle, les principes d'humanité, de dignité, le principe de solidarité, d'équité, de justice, de non-malfaisance, principe de bienfaisance, principe d'autonomie. Je n'insiste pas sur le principe d'équité et de justice, en rappelant néanmoins qu'il énonce pour chaque homme la reconnaissance et le respect de ses droits. Et dans le cas particulier de la maladie, cela requiert un accès aux soins et aux traitements requis, quelle que soit sa situation physique, psychique ou économique, et sans discrimination sur l'âge. Ces décisions doivent donc être éclairées par des éléments objectifs ou objectivables, et l'âge ne peut en aucun cas constituer un paramètre suffisant pour prendre une telle décision. Il faut s'appuyer sur des critères beaucoup plus individuels. Je les cite rapidement. Connaître la personne, son état antérieur, son autonomie antérieure et actuelle, ses capacités restantes, son histoire de vie, d'où l'importance que revêtent les plans personnalisés que chacun doit instruire au sein des établissements. Ça dépend bien évidemment des réserves fonctionnelles, des capacités qu'on va pouvoir évaluer chez cette personne de faire face à la maladie et de pouvoir éventuellement surmonter cette maladie, ce qu'on appellera le pronostic, si vous voulez. Ça dépend de la forme clinique de la maladie, de son évolutivité. Et puis ça dépend surtout de la volonté, idéalement exprimée et à défaut à travers les directives anticipées, et dont l'accès est souvent rendu difficile chez nos résidents qui présentent pour un grand nombre des capacités de jugement altérées. Ces prises de décision doivent donc être éclairées et s'appuyer sur l'avis, dans le meilleur des cas, du patient ou de son représentant. Et c'est tout l'intérêt d'avoir renseigné au préalable ce qu'on appelle les limitations et arrêts des traitements actifs
pré-renseigner et dire enfin, j'ai terminé, que si les algorithmes qu'on utilise peuvent avoir un intérêt pour harmoniser l'évaluation des situations, ils ne peuvent en aucun cas se substituer à ces différents éléments qui vont contribuer à une prise de décision la moins erronée et qui va pouvoir bénéficier et qui doit bénéficier d'une collégialité pour que cette prise de décision soit la plus adaptée à chacune des situations. Merci beaucoup pour cette exploration très, très concrète, très dense, très riche des limites et de l'impasse, du choix du critère d'âge dans la décision d'hospitalisation et des malades du Covid. C'était tout à fait passionnant. Vous avez bien expliqué finalement l'impasse que consiste à choisir entre une logique d'efficacité et d'égalisation des longévités, pour reprendre votre expression. Et puis finalement, on en est revenu à ce dont on parle depuis le début de ces estivales, c'est-à-dire l'importance de considérer la personne et dans son ensemble, en fait, et de ne pas la réduire à un seul aspect. Donc je pense que c'est effectivement un message qui sera passé aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons maintenant terminer ce chemin en retournant sur le terrain d'un EHPAD avec Marie-Odile Vincent, qui dirige l'un de ces établissements et qui est aussi très impliquée depuis des années dans la Fondation Partage et Vie. Marie-Odile Vincent, vous allez évoquer avec nous un sentiment qui est totalement lié à l'aventure humaine, celui de la peur de la mort. On en a en fait beaucoup parlé là. Et comment cette peur peut nous faire oublier la vie ou pas? Oui, je vous remercie. Difficile de passer après les orateurs qui m'ont précédé. Mais je vais effectivement essayer d'aborder une expérience terrain avec un témoignage que j'ai nommé « Quand notre peur de la mort nous fait oublier leur vie ». Notre société porte les valeurs du jeunisme et de la rentabilité. Les vieux, leur maladie, la mort gêne, on ne peut pas les voir, on ne peut pas y penser. Après les hospices et les maisons de retraite, l'EHPAD devient alors le réceptacle de ce grand déni social. Ces résidences étant médicalisées, la maladie ne pose pas problème bien longtemps, dans le sens où sa prise en charge est facilement assurée. Pour les médecins, serment d'Hippocrate oblige, les infirmières et les aides-soignantes, la mort est l'ennemi à combattre, par contre. Donc autant la maladie nous est facilement assurée, autant la mort pose problème. Ces soignants ont été formés comme ça, la logique est simple, guérir c'est réussir, voir mourir c'est avoir échoué. En EHPAD, parce que la mort est inéluctable, elle oblige les professionnels à un gros travail d'acceptation. Il ne s'agit plus de savoir si les résidents vont guérir ou non, mais comment l'équipe va être capable de les accompagner pendant des années pour certains, quelques mois ou quelques jours pour d'autres, jusqu'à leur mort. Ça paraît évident quand on l'écrit, mais ça reste bien plus compliqué sur le terrain. Pour exemple, cette excellente soignante qui avait fait un accompagnement fin de vie irréprochable, voit arriver la famille après le décès, qui passe la porte d'entrée de l'établissement, elle veut se soustraire parce qu'elle se sent mal à l'aise et puis ils sont là, ils viennent vers elle, elle s'approche et leur dit « je m'excuse », alors même qu'elle avait vraiment toutes les raisons d'être fière de son accompagnement. De mars 2019 à février 2020, l'établissement de 84 résidents et d'une cinquantaine de salariés que je dirige s'est lancé dans une démarche fin de vie ambitieuse dont l'objectif principal était de permettre à tous les acteurs de l'EHPAD d'aborder la mort collectivement et non plus individuellement. L'originalité de la démarche résidait dans ses intervenants, notamment un anthropologue et 2 marionnettistes, ainsi que dans sa méthode, résidents et salariés intervenaient ensemble dans des groupes de parole nommés « Et si ensemble on parlait de la mort », puis partagés derrière certains groupes de travail. De fait, les échanges ont eu lieu et l'EHPAD s'est petit à petit transformé, chassant le tabou hors les murs, choisissant collectivement ses rituels. Les équipes se sont rapprochées dans cet accompagnement où chacun trouve sa place, quelle que soit sa mission. Les agents de services logistiques, qui assurent le nettoyage de l'établissement notamment, ont compris toute la place qui leur était réservée en tant qu'humains dans cet accompagnement. La frontière entre résidents et salariés a bougé. Sur le thème de la mort, elle n'est pas du tout pertinente.
Pour illustrer la place que se sont autorisés à prendre les agents de services logistiques, je vais partager avec vous un bout de cette soirée où je quittais l'établissement. Dans le hall, je croise une résidente que je n'avais pas l'habitude de voir au rez-de-chaussée à cette heure-là. Je m'approche, je lui demande si elle va bien, si elle a besoin de quelque chose. Et elle me fait comprendre assez rapidement qu'elle est descendue là parce qu'elle aurait bien fait un brin de Cosette. Donc je pose mes armes, je me rends disponible. Et en quelques phrases, cette femme qui ne parle jamais de son fils m'explique comment jeune il est tombé malade, comment il a été mal soigné au séminaire où il étudiait, et comment, au bout de quelques mois, il en est venu mettre fin à ses jours parce que son foie était détruit et son avenir hypothéqué. Tandis qu'elle parlait, l'agent qui nettoyait le sol autour de nous, une femme extrêmement timide, avait posé son balai. Elle s'était approchée discrètement de nous, attentive, sans rien dire. La densité du moment était formidable et la salariée, comprenant qu'on ne pouvait pas recevoir un tel témoignage en passant un coup de balai, s'était autorisée à sortir son rôle de fer pour être, tout simplement, être là avec nous et accueillir les souvenirs tristes de la résidente qui avait, ce soir-là, à cet endroit-là, besoin de les partager. Ça peut paraître anodin, mais c'était pour moi un signe de réussite fort. Quelques mois plus tôt, elle aurait continué son nettoyage, elle se serait éloignée, mal à l'aise. Là, la démarche prouvait que non seulement on avait changé les pratiques, mais qu'on avait aussi changé les gens. Ça, c'était avant la crise de la Covid. Et puis la maladie s'est déclarée en Chine, elle a passé les frontières et elle est entrée dans des établissements alsaciens, parisiens. Et très vite, la peur de la mort a envahi les médias, la société, nos établissements, et s'est mis à prévaloir sur tout. Nous avions travaillé sur la mort, que nous connaissons bien en EHPAD, j'ai envie de dire une mort naturelle, même si on ne meurt pas de vieillesse, monsieur Agide, perçue collectivement, en tout cas comme une dernière étape de vie qui autorise encore des échanges, un partage d'émotions, une place pour la spiritualité. Mais cette peur de la maladie et cette peur de la mort, nous ne la connaissions pas. Dans certains établissements, la Covid, ennemie invisible et redoutée, ne s'est jamais approchée. Dans le mien, elle a pénétré la forteresse et elle a commencé à toucher les résidents, 22 en tout. Et à partir du moment où la maladie est entrée, tout s'est passé très très vite. La question de la Covid est venue percuter nos présentations et nos pratiques. Les pratiques sanitaires se sont imposées, impérieuses, sans que nous ayons le temps de nous interroger sur la pertinence de les adopter dans nos structures. Il ne s'agissait plus de bien vivre ni de bien mourir, accompagné des équipes et des proches. Au nom de la protection des plus fragiles, tout ce qui pouvait empêcher la mort devait être mis en place dans les plus brefs délais. Nous avions déjà confiné en chambre de 20 mètres carrés des résidents plus ou moins en capacité de comprendre l'avancée de la pandémie et ce qui motivait nos décisions. Nous en avons déménagé d'une chambre à l'autre sans avoir le temps de les préparer, sans pouvoir faire suivre leurs meubles, leurs cadres, pour la création de zones Covid, zones non Covid. La peur sociétale de la mort, portée par les médias et les plus hautes institutions de l'État, devenant notre peur institutionnelle, leur a enlevé en quelques jours la possibilité de voir leur famille, le plaisir de se retrouver à plusieurs, de jouer, de parler ensemble, le plaisir de se tenir debout, de marcher, faisant perdre à certains la fonction motrice, le plaisir de manger ensemble, entraînant pour certains un état de dénutrition, le plaisir de prendre l'air dans le jardin ou à l'extérieur, la stimulation sensorielle cognitive dont ils ont besoin, leurs repères spatiaux dus au changement de chambre, les temps de loisirs, et le rire aussi a disparu. Je ne l'entends plus au détour d'un couloir, ni dans une chambre, ni dans le jardin. En d'autres termes, pour sauver de la mort les personnes âgées de nos établissements, nous leur avons ôté tout ce qui leur apportait l'envie de vivre. Ce paradoxe, plus que la mort elle-même, 3 résidents sont décédés de la Covid dans mon établissement, nous a tous beaucoup affectés, résidents et salariés. Notre métier est sous-tendu par la bientraitance, et dans ces circonstances inédites, quoi que nous fassions, nous n'étions pas les professionnels bien traitants que nous voulons être. Nous n'avions le choix qu'entre plusieurs mauvaises options. Dominique Mondron dirait plusieurs bonnes options. L'urgence à laquelle nous étions confrontés ne nous a pas donné le temps de réfléchir, de mettre à distance, faire des choix concertés et éclairés, avec l'aide de philosophes, de sociologues, d'épidémiologistes, d'anthropologues, en plus des médecins, par exemple. Alors bien sûr, nous avons fait de notre mieux, nous avons développé les moyens de communication pour les relier à leur famille autant que nous pouvions,
Nous avons cherché à donner du sens, à expliquer. Nous avons multiplié les heures de présence pour guérir les malades et apporter du réconfort à tous. Notre implication a été indéniable et nous a permis de traverser. Et j'aimerais m'attarder sur deux notions, l'espace et le temps. Leur espace et leur temps, qui n'est pas forcément le nôtre. Le confinement s'est appliqué à chaque citoyen. Une personne âgée en EHPAD est un citoyen et en tant que tel a dû être confinée. C'est un syllogisme, je n'ai pas de problème avec ça. Sauf que notre chez nous était un appartement, une maison, un jardin pour les plus chanceux. Nous avions même le droit d'en sortir 1 heure par jour. Et autre élément qui a son importance, nous vivons le plus souvent en couple, en famille. Les plus solitaires d'entre nous ont accès à de multiples moyens de communication. Or, notre peur de la mort nous a fait décider que le chez eux des résidents serait leur chambre de 20 mètres carrés et non l'établissement ou l'un de ses étages. Les sorties, quant à elles, étaient tout simplement proscrites. Cela fait une sacrée différence. Sans oublier que les déficiences visuelles et auditives de nombre des résidents les coupent déjà partiellement du monde dans les circonstances habituelles. Qu'en est-il du temps? Pouvons-nous comparer l'attente de 3 mois pour une personne de 20 ou 50 ans et cette même quantité de jours pour une personne de 90 ou de 100 ans? Le compte à rebours n'est pas le même. Est-ce que vous pouvez passer la photo, s'il vous plaît, en régie? Alors, je ne sais pas si vous la voyez en entier. Il s'agit d'une scène de Charlie et la chocolaterie. Donc Charlie vient de recevoir sa plaquette de chocolat la veille de son anniversaire et il demande à ses 4 grands-parents qu'on voit installés sur le lit à l'intérieur de la maison, « Je devrais peut-être attendre demain ?» Et l'un des grands-pères de répondre « Foutre non, à nous 4, on a 381 ans, on n'attend pas. » Merci pour la photo. Nous y sommes pris différemment de Charlie. Nous n'avons tout simplement pas consulté les résidents. Nous organisons des commissions restauration pour savoir ce qu'ils veulent manger. Nous organisons des commissions animation pour savoir comment ils veulent se distraire. Mais dans le feu de l'action, nous nous sommes abstenus de leur demander comment ils voulaient vivre le confinement. Cela s'est imposé à nous, à eux, fin de la discussion. Au nom de la légitimité à les protéger. À moins que nous ayons eu d'autres choses à protéger que leur vie. Dans la tourmente, nous n'avons pas pu nous rapprocher au rituel que nous nous étions choisis lors de notre démarche fin de vie, leur quasi-totalité étant devenue inopérante. Par exemple, le confinement et la sectorisation interdisaient les temps d'hommage collectifs qui permettent à chacun de dire au revoir autour d'un petit pot, de la table où le résident déjeunait, et qui réunissaient les résidents, familles et les salariés. Or, si le confinement est voué à disparaître, la sectorisation au long cours comme moyen de prévention mérite d'être vraiment réfléchie avant d'être appliquée. Elle appauvrirait considérablement l'animation au sein des établissements. Alors, sans juger ce qui a été fait, sans juger les consignes du ministère de la Santé, de partager lits et des équipes hospitalières qui nous ont largement soutenus, consignes que j'ai relayées auprès de mes équipes et dont j'assume la pleine responsabilité, je me pose aujourd'hui beaucoup de questions. Nous rencontrons une première crise, qui n'est d'ailleurs pas terminée. Nous pouvons imaginer que nous en connaîtrons d'autres. Quelles leçons allons-nous tirer de ces derniers mois pour affronter la suite? Saurons-nous résister à la vision sanitaire de la mort, qui est, je le rappelle, une forme d'échec, pour affirmer nos spécificités et faire de nos établissements des lieux pleins de vie encore, des lieux de rencontre, des lieux où l'on rit, des lieux où la mort inéluctable n'est pas redoutée mais accompagnée? Cette crise sanitaire passée, comment construirons-nous l'EHPAD de demain? Avons-nous le courage et la volonté de laisser vraiment les résidents choisir et agir pour eux-mêmes autant qu'ils le peuvent? Et enfin, sommes-nous capables d'accepter la vulnérabilité des êtres humains? Merci Marie-Odile. Vincent, on a bien compris en vous écoutant la bascule qu'a supposé finalement cette situation où la mort est quotidienne et chacun s'y prépare et chacun aide l'autre à s'y préparer, à cette irruption de la mort virale, massive, qui devient un ennemi totalement incontrôlable. Et puis ce constat récurrent qui traverse toutes les interventions depuis ce matin, qui est assez glaçant, c'est que pour sauver de la mort, finalement on ôte tout ce qui donne envie de vivre, avec toujours cette idée qu'on... Finalement, on ne demande pas aux personnes âgées ce dont elles ont besoin. Donc c'est vraiment quelque chose
je pense, sur lequel il faudra se pencher pour prévenir peut-être une éventuelle prochaine vague. En tout cas, merci encore. Pour ouvrir notre dernier temps de débat de la journée, nous pouvons peut-être, Yves Agide, commencer par la question que vous vouliez soulever tout à l'heure et soumettre à vos camarades de table ronde. Alors, je ne vois plus Yves Agide, je ne sais pas où il est passé. Ça a déconnecté. Donc, à ce moment-là, je vais passer aux questions des internautes. Professeur Jandel, une question pour vous. Vous parliez de sobriété médicale. Est-ce que notre société, demande Olivier, est prête à accepter cela? Olivier n'en est pas sûr. Je partage tout à fait son point de vue. Je n'ai fait qu'énoncer des approches, des réflexions. C'en est une. Parmi d'autres, on voit que sur ce sujet complexe qui est l'accès aux soins pour tous, on n'a pas la réponse, si ce n'est celle que j'ai évoquée en dernier, c'est-à-dire une réponse qui va s'appliquer à une situation bien définie, prenant en compte la personne, et comme vous l'avez dit vous-même à l'instant, si possible ses attentes, son expression de ses souhaits, avec la difficulté qu'on peut rencontrer auprès de nos résidents qui, pour un grand nombre, n'ont plus justement ces capacités de jugement, et pour lesquels même une explication, alors il faut trouver les moyens d'expliquer qui soient à même eux de prendre leurs propres décisions, c'est difficile. Donc on est vraiment dans les limites là, du modèle, et qui ne peut trouver de réponse que par, encore une fois, une approche individuelle. Alors Yves Agide, vous revoilà sur l'écran. Vous vouliez poser une question finalement sur le choix pour certains malades pour lesquels il n'y a finalement pas tellement de solutions, si j'ai bien compris tout à l'heure. Est-ce que vous voulez reformuler votre question à destination de... Je sais reformuler. Mon expérience est peut-être biais parce que dans les hôpitaux, nous voyons des personnes âgées qui sont malades, avec des séquelles, des maladies chroniques, etc., et qui augmentent en fréquence et en sévérité avec l'âge, d'ailleurs. Et donc, on voit des gens de temps en temps qui sont très affaiblis. Mais c'est aussi vrai dans la société en général, dans les contacts, dans nos familles, dans la société en général. Combien de fois j'ai vu des gens qui me disaient « je ne veux plus vivre ». Je ne veux plus vivre. C'est quand même une volonté, on a un respect à avoir vis-à-vis de cette volonté. Donc je me pose la question, dans la mesure où on va avoir de plus en plus de personnes très âgées qui sont soi-disant en bonne santé, enfin bon, très affaiblies. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de centenaires ou post-centenaires qui courent le 110 mètres haies, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il y a toujours des supranormaux, c'est clair. Donc, je partage l'idée de l'absence de corrélation entre la prise d'âge et le vieillissement, mais je me demande si on ne doit pas réfléchir, je pense qu'il fallait l'imaginer sous forme de loi immédiate, enfin ce que moi j'appelle l'IVV, c'est l'interruption volontaire de vie, pour ne pas dire des mots qui sont obscènes, c'est-à-dire à un moment de savoir, dans les conditions les plus douloureuses, abréger la vie des personnes âgées en mal et qui le souhaitent vivement. Alors c'est compliqué. Le comité national d'éthique auquel nous avons participé avec Roger Paul s'est penché sur ce sujet. Je le connais un peu, mais je serais heureux d'avoir l'opinion des personnes qui gèrent justement directement ces personnes, soit du point de vue médical, soit dans les EHPAD. Alors je ne sais pas qui veut répondre, peut-être précisément Marie-Odile qu'on vient d'entendre. Sur les gens qui disent qu'ils veulent mourir, en fait, la meilleure réponse que nous on puisse proposer, c'est une vraie écoute. C'est-à-dire que quand ils expriment ça, en général, ils l'expriment à des salariés qui sont en train d'agir quelque chose. Donc,
ce qu'on avait défini dans cette démarche et ce sur quoi j'insiste dans l'établissement, c'est qu'on n'écoute pas en agissant. Donc déjà, on arrête le geste, on arrête le soin et on se positionne même à hauteur d'œil si on peut et on interroge le désir de mort. Et dans la réalité, à partir du moment où déjà ils ont une personne qui ne peut pas être la famille bien souvent parce que la famille ne peut pas l'entendre, et quand on creuse un petit peu le désir de mort, il peut y avoir une douleur derrière qui elle-même, quand on l'écoute, trouve peut-être une solution antalgique. Il peut y avoir envie de rejoindre un conjoint décédé et rien que le fait déjà de pouvoir en reparler ensemble, voilà, quelques minutes après, on la refait vivre au travers de la discussion et on n'a plus si envie de mourir que ça. Puis il peut y avoir aussi une dépression possiblement qui, elle, peut être écoutée aussi. Et le désir de mort, il est souvent lié à une grande solitude et je crois que nous, en tout cas, notre meilleure arme, c'est cette écoute. Voilà, c'est moi, je peux proposer de plus intéressant d'un point de vue institutionnel. Donc, on m'entend, là, je peux parler? Oui, allez-y. Vous faites l'écoute et vous vérifiez effectivement qu'on ne peut pas soulager ces personnes, bien évidemment, et vous avez tout à fait raison. Mais est-ce que, par exemple, entre vous, vous discutez de ces problèmes d'interruption volontaire de vie ou pas? Est-ce que vous pouvez imaginer, pas aujourd'hui, c'est impossible, la société n'est pas prête à ça. Je sais que mes propos sont peut-être considérés comme indécents par certaines personnes, mais j'avais envie même de vous poser des questions. Est-ce que vous pensez à cela? Est-ce que vous en discutez? Est-ce que vous pensez que dans un avenir, on va faire, ne serait-ce que sur le plan socio-économique, sur le plan politique, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces personnes très âgées, en bonne santé? Alors, attention, je n'ai pas dit qu'il fallait abréger la vie de toutes les personnes âgées, que je me fasse bien comprendre. Mais dans certaines conditions, il me semble que c'est une question qu'on doit se poser. En tout cas, c'est une question que je poserais, cher ami, si j'étais à votre place. Oui, je voudrais... Dominique Baudron. Je voudrais dire à Yves Agide que bien sûr, nous nous posons la question. Bien sûr, nous sommes confrontés à cette question parce que croiser des résidents qui déambulent dans les couloirs en disant « je veux mourir », ça fait partie de notre quotidien, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, bien sûr que nous sommes confrontés à cette question. On y est d'ailleurs confrontés, on a eu l'occasion d'en discuter lors de nos séances de réflexion éthique. On y est confronté même sur les actions qu'on doit mener. On s'aperçoit que telle résidente conserve dans son tiroir de nombreux comprimés qui sont une dose létale, qui lui permet, le jour venu, de mettre fin à ses jours si elle le souhaitait. Que devons-nous faire? Avons-nous le droit de lui confisquer ses médicaments et de la priver de son choix de cesser de vivre? Ou devons-nous respecter son intimité, son individualité, sa singularité et prendre le risque qu'un jour on doive constater un matin qu'elle a choisi de cesser de vivre? Je passe sur les questions de responsabilité qui pourraient se poser à cette occasion. Mais rien que sur le plan éthique, nous avons un vrai choix à réaliser. Et pour tout vous dire, dans la discussion qu'on a eue, nous sommes convenus que nous n'avions pas le droit de priver cette résidente de ses médicaments et donc du choix qu'elle pouvait faire. Nous sommes très contraints dans nos fonctionnements par ce risque de mourir. Vous savez bien qu'on nous empêche d'ouvrir les fenêtres pour cette raison toute simple. Hein, c'est que, quelle que soit la température qu'il peut faire dehors et malgré malheureusement l'absence de climatisation, on ne peut pas ouvrir les fenêtres dans nos établissements pour éviter les défenestrations. Voilà. Donc la société a déjà fait des choix de ce point de vue-là. Mais je voulais rebondir sur votre question, professeur, parce qu'on est exactement au cœur du sujet sur les limites. C'est notre raison d'être, c'est redonner aux personnes que nous accompagnons toute l'autonomie dont elles peuvent disposer au mieux compte tenu de leur état de santé et de les aider à vivre cette autonomie.
Et la décision autonome ultime, c'est de cesser de vivre. Aujourd'hui, cette décision, nous considérons que nous ne pouvons pas la prendre. Et là, on est bien à la limite. C'est le moment où là, non, nous ne pouvons pas faire semblant de redonner à une personne l'autonomie qui lui permet de mettre fin à ses jours. C'est un choix. C'est un choix qui est discutable. C'est un choix qui doit être en permanence réévoqué. Mais je pense que cette question-là était parfaitement illustratrice de la question de ces limites que nous explorons lorsque nous avons affaire à ces situations quotidiennes. C'est une question qu'il faut en permanence se poser. Je pense que vous avez parlé du Comité national d'éthique. À l'évidence, elle doit être débattue dans ses principes au meilleur niveau. Mais vous voyez bien que en permanence, la mise en œuvre de ce principe a supposé qu'un jour on décide que oui, on pourrait imaginer, comment dire, apporter de l'assistance à la volonté de suicide, appelons les choses par leur nom. Les conditions de mise en œuvre me paraissent tellement difficiles à envisager que je crois vraiment que c'est une limite qu'on est obligé de fixer à notre action. Vous vouliez intervenir, Véronique? Ou peut-être n'avez-vous pas levé la main ou j'ai cru vous avoir vu la lever? Oui. Allez-y, vous avez la parole. Alors, en tant que médecin et psychiatre, je suis confrontée évidemment quotidiennement à cette demande de mort active. Je crois que le maître mot, c'est la temporalité. Et je rejoins ce qu'a dit notre directrice d'EHPAD, prendre du temps de l'écoute. L'autre maître mot, c'est l'accompagnement. Et il y a des situations de fin de vie où, bien entendu, l'obstination déraisonnable doit s'arrêter avec cet accompagnement. Mais nous avons d'autres patients qui viennent maintenant, depuis la loi Klesner-Leti, depuis 2016, qui sont en parfaite autonomie, mais dont ils estiment qu'ils sont arrivés à la fin de leur vie. Ils nous demandent d'agir pour les accompagner dans ce désir de vie. Et là, on n'est pas du tout dans la même optique. Hein. Par exemple, un monsieur qui avait un syndrome de la queue de cheval qui l'empêchait de marcher comme avant, il a dit, bah maintenant, moi j'exige d'avoir la grosse piqûre. Hein. Alors, il y a les droits et les devoirs. Et notre devoir, c'est d'écouter et d'accompagner ces personnes dans leur désir. Ne pas accéder immédiatement à un désir, comme on choisirait sur un catalogue, je veux tel médecin qui me fasse telle piqûre et tel, quand je l'aurais décidé moi, mais être en dialogue permanent. Et c'est évidemment des questions qui irriguent nos pratiques dans mon hôpital gériatrique, bien entendu, quotidiennement. Hein. Ce sont des questionnements éthiques. Il y a un choix sociétal qui est, pour l'instant, celle de la loi Klesner-Leti, où la sédation médicale profonde et continue peut être administrée en cas de fin de vie, notamment pour les douleurs extrêmement irréductibles, hein, ce que nous pratiquons dans l'accompagnement. Mais nous ne distribuons pas un droit à, mais par contre un devoir à l'écoute, comme l'a dit notre directrice d'EHPAD. Merci Véronique. Une question pour Marie-Odile Vincent de Madeleine. Vous parliez de la fierté, Marie-Odile, que devait ressentir une soignante qui avait accompagné de son mieux un résident qui avait fini par mourir. Malgré toutes les difficultés que cette crise a suscitées, comment avez-vous maintenu la fierté de vos équipes? Alors, votre micro, Marie-Odile, je pense qu'il est éteint. Déjà, moi, j'ai pu leur dire que j'étais fière d'elles dans nombre de situations. Et je crois que cet avis compte. Je relayais aussi les félicitations des familles qui ont été nombreuses dans les accompagnements. Et puis le travail qu'on avait fait, nous, sur la fin de vie, nous avait quand même permis de beaucoup avancer sur ce sujet-là. Donc, voilà, enfin, l'un dans l'autre, ça a été dit. Voilà. Et entendu, je pense.
J'avais une autre question pour vous, je crois. Quel est l'aspect positif de la crise que nous venons de traverser et quelle est votre inquiétude principale pour la suite? Des aspects positifs, il y en a eu beaucoup. Malgré tout, il y a les équipes ont été très soudées. Moi, j'ai vu des gens renoncer eux-mêmes à leurs vacances en me disant voilà, là, il faut que je reste, je le sens, je renonce à mes vacances. Enfin, les gens se sont quand même globalement beaucoup révélés sur cette période-là. Maintenant, ce que j'attends un petit peu, par rapport notamment à cette deuxième vague, c'est qu'on puisse réfléchir justement comment on va mieux doser le curseur entre la protection. Alors, je ne vais pas dire la protection et la liberté, mais je vais dire entre la protection et le plaisir. Plutôt, voilà, j'imagine qu'on a moyen de moins isoler, peut-être. Je donne un exemple bête, peut-être qu'au lieu d'être chacun dans sa chambre, les résidents pourraient donner le nom d'un autre résident avec lequel ils aimeraient passer du temps, voilà, sans forcément qu'il y ait beaucoup de croisements, ou ils pourraient peut-être se choisir un binôme. Souvent, il y a des jeux, et pourquoi pas. Alors oui, on augmente le risque un peu, c'est-à-dire que s'il y a une des personnes qui est contaminée, l'autre aura plus de risque de l'être. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on va sauver à travers ces échanges, le plaisir à manger ensemble, la capacité de marcher d'une chambre à l'autre. Voilà. Peut-être ce que je souhaiterais, c'est qu'on imagine à assez court terme une solution pour être plus attentif aux résidents qu'on l'a été lors des 3 derniers mois, et puis vraiment leur donner la parole. Une question de Julie. Est-ce que je peux juste prendre la parole pour compléter? Vous savez qu'avant la crise, à l'hôpital, nous étions tous les soignants en grande souffrance. Et d'ailleurs, le Ségur de la santé est une réponse partielle en ce moment, qui est en train d'être travaillée. Eh bien, le fait de se retrouver en réunion de crise avec une équipe de direction, avec les médecins, avec toutes les fonctions intérimaires qu'on ne rencontrait jamais, tous les jours, et de prendre des décisions, d'avoir la réactivité et la créativité à redonner du sens à nos personnels dans leur travail. Et ça, c'est les aspects positifs. Et l'aspect négatif, nous ne souhaitons pas retourner dans le monde d'avant tel qu'il était. Nous souhaitons qu'il y ait cette possibilité d'avoir une arabesque latérale vers la créativité et vers moins de technocratie, moins de chiffres et plus d'humains. C'est une belle formule qui résume bien le propos. Une question de Julie, peut-être à destination d'Ivagide, qui a salué votre intervention claire et inspirante, professeur. Elle souligne qu'il faudrait faire connaître les maladies neurologiques, les vulgariser beaucoup plus, parce qu'en les comprenant mieux, eh bien, on les accompagne mieux. Qu'en pensez-vous, Ivagide? Ah oui, mais c'est vrai. Si vous voulez déjà, par exemple, dans le concours de l'internat ou les études médicales en général, c'est assez rigolo. On ne parle jamais du système nerveux. Alors qu'on demande pourquoi on n'en parle jamais, il y a très peu de questions, si vous voulez. Alors qu'un cerveau, c'est déjà à peu près 100 000 fois plus compliqué que l'ensemble de tous nos organes. On en parle peu. Et la raison, c'est que c'est trop compliqué. Voilà, c'est la raison invoquée par les médecins. Les médecins de ville, malheureusement, ne savent pas ou savent mal ce que sont ces maladies. Au cours du vieillissement, quels sont les problèmes finalement? Bien, le premier, c'est les accidents vasculaires cérébraux. Il y a avec des séquelles absentes, mais aussi catastrophiques, une hémiplégie droite avec une aphasie complète chez un droitier. Vous avez toutes les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, sclérose latérale amyotrophique, etc. Vous avez la dépression, les maladies psychiatriques. On n'en parle pas assez. Ma collègue en a parlé tout à l'heure. Mais vous savez que 30% du budget de la sécurité sociale ou de la santé chez nous, c'est la psychiatrie. On parle très peu de psychiatrie dans ce pays. Mais enfin, nous sommes tous des malades psychiatriques en petit, mais parfois en grand. Enfin, je veux dire, c'est un énorme problème. Qui n'a pas été déprimé dans sa vie? On a des problèmes dont on ne parle pas en médecine, qui sont par exemple les troubles sphinctériens, les incontinences urinaires chez les personnes âgées, déjà chez les personnes moins âgées d'ailleurs, hein. La perte de la libido, l'absence de rapport sexuel, etc., etc.
Voilà quelques exemples. Alors, sans ça, généralement, les médecins, on parle d'arthrose, c'est l'arthrose, ça, tout le monde connaît, les douleurs dans le dos, on change les genoux, on fait des prothèses de hanche, tout ça, ça marche. On peut réparer les organes du corps, on peut les traiter, on change des reins, on fait des greffes cœur-poumon, on fait des choses qui sont extraordinaires en médecine, mais là, on n'arrive pas à guérir ces saletés de maladies neurodégénératives, vous voyez. Donc, effectivement, il faut essayer de les connaître. Les chercheurs dans les laboratoires sont tellement concentrés sur le travail qu'ils ont du mal à diffuser leurs connaissances et où ils ne le font pas assez. Et ceux qui le font, malheureusement, à mon avis, dans beaucoup de médias, de magazines, cher ami qui nous dirigeait et coordonnait notre travail ici avec beaucoup de gentillesse, mais souvent c'est catastrophique, le nombre d'erreurs, de recettes imbéciles, de perlimpinpin précis qu'on va retrouver dans les urines, sans compter tous les dangers qu'on peut avoir avec les régimes cétogènes, avec les greffes de cellules embryonnaires, avec des choses absolument instantanées. Donc, encore une fois, bon sens et science, mais vous avez raison, il faut apprendre à savoir ce que c'est que les maladies du cerveau. Il y a quand même une littérature, mais elle est un peu compliquée, forcément. C'est difficile de simplifier sans falsifier, voyez-vous. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces mises en perspective très expressives, très éclairantes et aussi très humaines et émouvantes. Nous avons parlé déjà, pour faire un petit point sur tout ce qui a été dit aussi ce matin, nous avons beaucoup parlé de liberté. Liberté de choix des personnes, liberté d'action et d'invention, d'inventivité des équipes. Je pense que c'est une idée forte que pour faire face peut-être à une situation qui peut se prolonger, eh bien la latitude des professionnels de santé doit être beaucoup plus grande, il doit y avoir beaucoup plus de souplesse. Et puis l'écueil de ce regard parfois trop globalisant sur la personne qui finalement fait passer outre les besoins de chacun. Et pas simplement dû à leur âge, mais aussi à leur situation de dépendance. Donc tout cela, je pense que tous nos intervenants l'ont vraiment bien mis en valeur, en exergue. Et avant de vous introduire le dernier moment de cet échange, qui mettra en présence Marie de Henzel et Pascal Bruckner, deux noms que certainement vous connaissez bien. Je voulais faire un petit rappel. D'abord que toutes les interventions, vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube de Partage et Vie, la Fondation, à partir de demain. Donc pour ceux qui auraient manqué certains passages de certains intervenants. Et puis à l'automne prochain, donc ce livre qui paraîtra aux éditions des PUF, consacré à notre sujet du jour, éthique du grand âge et de la dépendance, sous la direction de Dominique Monneron et de Roger Poldroy, avec donc les contributions de beaucoup de nos invités aujourd'hui. Voilà, donc ce temps de table ronde est passé. Nous allons clore donc en beauté cette première rencontre des estivales avec deux invités que je viens d'annoncer, la psychothérapeute Marie de Henzel et l'essayiste Pascal Bruckner et romancier, qui aborderont une thématique sensible, ce qu'on appelle l'agisme, c'est-à-dire le regard négatif, dépréciatif, voire discriminatoire, que notre société porte parfois sur les vieux.